J'aurais dû me former plus tôt que de faire du levier. Avis à ceux qui me lisent, faites le bon choix. On le répète, mais certaines personnes ont besoin de se prendre une claque pour arriver à comprendre. C'est comme ça, c'est dommage, hein, mais je sais qu'il y en a beaucoup qui ont besoin de ça pour arriver à l'intégrer. Après, pour ceux qui ne nous connaissent pas du tout, je vous invite à suivre la formation, offerte. Vous verrez ce qu'on a l'habitude de donner et après la formation et autres, en termes de contenu, on va beaucoup, beaucoup plus loin. Du coup, Bisca, du coup, mieux vaut avoir 2 ledgers dont une étanche à tout contact, transfère ses fonds de la ledger isolée à la seconde pour transaction stacking. Exactement. C'est même l'idéal. Après, là, il y en a tu en as 2, mais tu peux en avoir d'autres et puis surtout, tu peux varier un petit peu les fournisseurs. C'est-à-dire que tu peux te dire: «Bah, j'ai une ledger et puis j'ai un trésor». Comme ça, s'il y a une vulnérabilité qui va impacter le ledger, elle n'impactera pas le trésor. Et sur Trésor, pour ceux qui ne le savent pas, il y a des firmware only BTC. Si vous dites par exemple, comme on parlait de l'histoire un peu du livret A tout à l'heure, je veux mettre uniquement du BTC très long terme, je la mets dans un coffre et je veux pas y toucher, vous avez un firmware qui est dédié à ça. C'est un avantage. Après, il y a des avantages et inconvénients chez les 2, hein, Ledger et Trésor. Attaque physique, robustesse, open source, il y a plein de trucs à prendre en compte. Et après, oui, pourquoi il vaut mieux séparer? Tout simplement parce qu'en fait, vous n'êtes pas à l'abri de signer une autorisation, de signer un contrat qui soit pourri et qui va vous vider vos fonds. Donc personnellement, moi, ce que je préfère, faire, c'est avoir un ledger long terme sur lequel je vais faire que du dépôt de fonds et d'avoir un portefeuille, court terme sur lequel je vais faire il y a déjà tous ceux qu'on a pour faire des phases de test. On va tester les protocoles et là, pour le coup, je fais n'importe quoi avec et même je révoque pas les autorisations parce qu'il y a pas de fonds dessus. Il doit y avoir 100 $ qui doit traîner donc ça m'intéresse pas et après, il y en a où je vais faire mon rendement de manière, beaucoup plus, sérieux, où là, effectivement, je fais attention au contrat que je valide. Mais comme je disais, on sépare toujours la partie rendement de la partie holding. C'est 2 choses qui sont différentes. Parce que je vais pas aller exposer mes BTC sur le même portefeuille que, je vais faire farmer, par exemple, de l'atome pour obtenir, des airdrops. Franchement, j'ai arrêté de regarder tous les autres parce que vos lives sont bien et surtout interactifs, ça fait plaisir. On essaie vraiment de prendre un maximum de questions. Comme je vous dis, hein, heu, quand on est tout seul, c'est compliqué. On essaie de tenir aussi un peu les délais parce que ça fatigue quand même d'échanger, mais ça nous fait plaisir. Avec grand plaisir. N'hésitez pas à mettre des likes, de nous soutenir, d'échanger sur les réseaux à notre sujet. Ça nous aide à nous faire connaître. Je vais essayer de reprendre une question un peu plus je prends pas les toutes dernières parce que c'est vrai que j'en ai loupé un petit peu. Si j'ai pas répondu, n'hésitez pas à la remettre dans le chat, hein. Je prendrai pas la mouche, il y a pas de souci. Mmh mh, mmh mh, mmh mh. Alors Delta Note, j'en ai un peu parlé tout à l'heure. Solana, je sais que ça c'est un truc qui fait parler. Les gens aiment bien qu'on parle de Solana. On a fait, je sais pas combien de lives à en parler, mais j'aime bien remettre une petite cartouche de temps en temps, une petite pièce. Qu'est-ce que je pense de Solana? Solana, j'ai suivi le projet de sa sortie. Je trouvais historiquement que l'aspect technologique était intéressant. Le problème de cet aspect technologique, c'est que beaucoup ne le comprennent pas. La proof of history, heu, beaucoup ont pensé que c'était un consensus alors que c'est pas du tout le cas. C'est juste une manière d'organiser, les blocs. Le problème de Solana, c'est son hypercentralisation, de mon point de vue. Si on parle juste d'un point de vue technologique, c'est son hypercentralisation. Aujourd'hui, pour avoir un nœud Solana, c'est des millions qu'il faut déployer. C'est des millions, financiers qu'il faut déployer pour avoir les performances pour pouvoir faire tourner le nœud. Donc ça entraîne de la centralisation. Quand on est un peu pro décentralisation, c'est pas l'idéal, mais je peux le concevoir. Le problème, c'est que pour moi, une blockchain qui s'arrête aussi souvent, c'est pas normal. Quand elle a cette ampleur-là, c'est pas normal. Pourquoi elle s'est arrêtée à de multiples reprises? Il y a eu des bugs dans le code, ça c'est une chose, mais surtout et tu vois, il y a un défaut que je reproche parce que pour le coup, c'est pas nouveau, c'est qu'ils ont aujourd'hui très peu de clients, donc des logiciels qui sont capables d'interagir avec la blockchain et donc quand ces clients sont complètement plantés, la blockchain est complètement à l'arrêt. Personne ne peut interagir avec et ça, c'est pas nouveau. C'est pas nouveau ça. Pourquoi ils n'ont pas travaillé sur ça? Ensuite, Solana, c'est des mensonges sur des mensonges, sur des mensonges, sur des mensonges. Je déteste ces projets-là et je vous en parlais mercredi. Moi, quand il y a un projet qui annonce quelque chose et d'un point de vue factuel, vous allez voir que c'est l'opposé,
je ne le fais pas, je leur fais pas confiance. Ils ont pris un gros plomb dans l'aile quand Alameda Research est tombé, parce que c'était eux qui avaient vraiment les capitaux qui aidaient à développer l'écosystème. Pour moi, ils n'ont pas été innovants. Ils auraient pu avoir la capacité à apporter des nouvelles plateformes, à apporter des choses qui changeaient. C'est pas forcément le cas. Ils ont fait des performances intéressantes. C'est une réalité et toutes les personnes qui ont gagné de l'argent avec, vraiment, c'est une très bonne chose pour vous. Mais personnellement, c'est un projet, sur lequel je n'investirai pas, pour toutes les raisons que je vous ai citées, au préalable. Pour faire de la spéculation court terme, je le comprends, mais aujourd'hui, je suis pas dans cette optique-là, en fait. Hem, tu pas de vision long terme sur le sol du coup. Aujourd'hui, quelle est la valeur ajoutée sur le Solana par rapport à Ethereum? Vraiment, si on prend d'un point de vue factuel, quelle est la valeur ajoutée? Ils ont moins d'applis, les wallets sont à peu près similaires, Phantom est à peu près aussi bien qu'un Rabby Wallet. Ils ont pas autant de liquidité. Sur Ethereum, il y a beaucoup plus de liquidité. Aujourd'hui, la seule valeur ajoutée, c'est de dire: «On fait plus rapide et moins cher et donc on va déployer beaucoup plus de Memcoin». Demain, le réseau Ethereum met en place cette scalabilité sur laquelle ils sont en train de travailler. Solana n'a plus de raison d'exister. Il y en a qui disent: «Ils sont beaucoup plus institutionnels et autres». C'est pas l'idée. Vraiment, sur le papier, ce qu'ils vendent, c'est ça. Et pourquoi les gens l'utilisent? C'est tout simplement pour la hype des meme coins. Parce que ça coûte beaucoup plus cher de déployer des shitcoins sur Solana. Mais je vous avais fait une session complète sur ce sujet-là où on passait de Solana à Tron. Parce que Tron était moins cher. Et ainsi de suite. Les gens déploient uniquement sur les réseaux qui sont juste les moins chers. Voilà. Après, dites-moi vous en commentaire si vous êtes fan de Solana, pourquoi vous l'avez et autres. Mais voilà mes raisons en tout cas et vraiment j'essaie d'être le plus factuel possible. Regardez la chart Sol Ether, Sol a surperformé de 900 et grosse diff baissière exactement. Ether va peut-être surperformer. Je pense que c'est l'idée. C'est l'idée. Solana en layer 1, c'est un peu un ovni, hein, par rapport, aux autres layer 1. Toutes les layer 1 ont fait des performances qui sont, pas top. Sol a fait des super performances parce qu'il y a une espèce de hype qui était derrière. Mais à très long terme, c'est pas j'y crois pas forcément. Et comme disait Alexis, hein, juste la hype des meme coins en fait. Banix va sortir la même encore moins cher, mais c'est une course à celui qui fait le moins cher. Mais le problème, c'est qu'il y a un moment, il faut que les réseaux y tiennent en fait. Et à un moment, il faut bien payer les nœuds aussi, hein. Donc bon, voilà, c'est pas quelque chose sur lequel je suis en phase. Pour ma part, j'ai vendu tous mes sols, compte de l'Ether à 0,8, 0,08 ou 0,05 maintenant. À toi de voir. À toi de voir. Mais moi, j'en ai eu à une époque, une petite partie en 2021, mais j'en ai pas du tout. Et c'est un projet sur lequel j'aurais pas en portefeuille, en tout cas. Que penses-tu de Tangem? Tandem, alors je pense que c'est Tangem parce que c'est un peu on parlait tout à l'heure des portefeuilles. Non, alors s'il vous plaît, ne lancez pas sur, XRP, c'est bon. On a déjà fait Solana, on va pas faire XRP non plus. On a fait pareil tout un live et tout dessus. Que penses-tu de Tangem? Alors, j'ai étudié pas mal de portefeuilles, que ce soit la partie, Ngrave, Decentre, les cartes crypto. J'en ai essayé une pelletée. J'ai plusieurs problématiques avec certains de ces projets. Heu, pour les tester, nous, on a besoin d'échantillons. On a besoin d'avoir un avis dessus. J'arrive pas à être en contact avec les équipes de Tangem. Donc si elles veulent me contacter avec grand plaisir, j'échangerai avec elles. Pourtant, je leur ai envoyé des mails, hein. On a des contacts en interne qu'on a eu d'amis. On n'a jamais eu de réponse. Donc tester un produit, c'est un peu embêtant. Ils vont nous dire: «Oui, il faut l'acheter». Personnellement, je vais pas acheter tous les produits du marché juste pour, vous dire ce qu'on en pense. Parce qu'à coût de 50-70 €, ça commence à faire un petit budget quand même à la fin. De ce que j'en ai vu avec les utilisateurs qui en ont, parce que je connais des personnes qui en ont, donc ça m'a permis quand même de l'avoir au moins une fois entre les mains. Je pense qu'il y a l'aspect interface utilisateur qui peut être intéressante, qui peut être plus facile pour un grand nombre de personnes. Ce que je vais reprocher, c'est, cet obscurantisme vis-à-vis de la documentation et vis-à-vis des protocoles de sécurité. Et là où ils se sont fait toper encore récemment, c'est sur des librairies de base, sur l'aspect sécurité. Donc pour moi, je ne comprends pas l'intérêt d'aller sur ce type de produit-là.
Si vous êtes utilisateur dans la crypto, vous devez apprendre à vous former et être sur des produits qui ont de l'ancienneté. Ces produits-là sont trop récents, ils n'ont pas été éprouvés par le marché. Je prends le cas de Ledger et Trezor, qui sont les 2 plus anciens. Ils se sont fait rouler dessus un nombre de fois incalculable. Les gens essaient de les pirater en permanence parce qu'il y a des capitaux dessus. Le problème d'être sur des produits comme ça qui sont peu utilisés veut dire que la sécurité n'est pas éprouvée, que les personnes n'ont pas d'intérêt, c'est de les pirater et donc vous ne saurez jamais vraiment le niveau réel de sécurité de ces appareils-là. Donc je préfère être sur des produits qui sont éprouvés techniquement, qui sont des fois peut-être plus compliqués à utiliser et je suis prêt à l'entendre. Mais le plus important, c'est quoi? Est-ce que c'est d'avoir une interface utilisateur qui est sexy, qui est jolie, qui est facile à utiliser ou d'avoir vos fonctions en sécurité sur le long terme? Libre à vous de prendre vos décisions. Et pour Decent, ils nous en avaient gentiment envoyé un. J'avais pu échanger avec les équipes, donc très abordable et on n'était pas forcément d'accord avec les équipes en interne, mais ça, c'est normal, ça fait partie, des revues de sécurité, ça fait partie du jeu. Hem, Ce que je reprochais, alors c'est un petit peu la génération des portefeuilles où tout se passe sur le téléphone et je vous avoue que moi, je suis plutôt utilisateur ordinateur. Donc déjà, je suis un peu biaisé de ce côté-là. Le problème d'avoir tout sur son téléphone, c'est que le niveau de sécurité d'un téléphone n'est pas celui d'un PC. Ça, c'est un fait. Il y a beaucoup plus de problématiques sur les téléphones. Donc j'évite de connecter moi mes wallets à mon téléphone et je vois pas pourquoi j'irais me balader avec un wallet en poche quand je vais faire mes courses. Si j'ai besoin de payer avec de la crypto, j'ai un wallet que je mets ou que je crédite un peu sur mon téléphone et je paye 50 $, ça suffit. Voilà. Après, vous voyez mes mains, c'est pas des petites mains, j'ai des grandes paluches comme on peut dire et je trouvais et ça, c'est un peu le point sur lequel on était en désaccord. Je trouvais que le bouton circulaire et la prise d'empreinte, elle n'était pas pratique pour des personnes qui ont des gros doigts. Je trouvais que c'était pas ergonomiquement parlant, c'était pas très pratique. Après, sur les aspects, sécurité basiques, il y avait rien à en redire. En tout cas, ils suivaient les grandes normes. Non, alors, je coupe tout de suite parce que je vois passer les chats sur le côté. Non, je ne réponds pas à qu'est-ce que vous pensez de ces projets-là? Voilà, je prendrai pas ces questions-là, donc pas la peine d'en rajouter dans le tas. Hem Voilà et par exemple, Gwadjib qui dit: «Merci pour l'info, Tangem j'utilise pas pour ces mêmes raisons, c'est trop opaque» et je trouve que c'est un peu la hype avec la bague, ce genre de choses. Je crois c'est eux qui font la bague, hein, que je dise pas de bêtises, je crois. Je vois pas ces intérêts-là. Pour moi, c'est un peu comme quand Ledger, ils ont sorti leur casquette avec le Ledger sur le côté ou la chaîne avec le Ledger. On évite ce genre de choses. Tous ces produits-là, je suis pas contre ces sociétés qui vont développer des produits alternatifs. Je dis juste que vous avez des produits qui sont BTC only, qui pour moi peuvent avoir un intérêt. Parce que du coup, vous évitez d'exposer vos autres cryptos et surtout vous limitez la surface d'exposition. Ceux-là peuvent être intéressants. Tous ceux qui font de la multi-crypto, ce qui est la majorité des produits du marché, prenez ceux qui ont de l'ancienneté et qui se sont fait taper dessus. Le plus important, c'est la sécurité de vos fonds, pas l'expérience utilisateur. Vraiment, je le répète, je sais que c'est dur pour les débutants, mais apprenez 5 minutes à utiliser un wallet. Des wallets sur, que ce soit du Ledger, que ce soit du, Trésor et autres, on vous a fait plein de vidéos et je vais encore vous faire des tutos, j'en fais 10 par an sur ces wallets. Donc il y a un moment, les interfaces, elles changent pas énormément. Vous prenez le tuto, vous regardez, c'est dispo et sur YouTube, on a combien de vidéos? Je sais pas, on a plus de 1 500. Donc plus d'excuses, plus aucune excuse et puis aussi, point très important, quand vous prenez un wallet, la sécurité la plus importante du wallet, il y a 2 aspects. Il y a la sécurité physique, donc l'accès physique à votre wallet. Qu'est-ce qu'on peut en faire si on accède physiquement à votre wallet? Là, il y a déjà une grosse différence entre Ledger et Trésor, sous condition d'avoir les compétences. Et après, il y a ces 24 mots. Est-ce qu'on est sur quelque chose de normé? Aujourd'hui, la plupart des boîtes qui font ça de manière intelligente, ils utilisent des normes qui sont reproductibles. C'est-à-dire que demain, vous explosez votre Ledger, vous explosez votre Trésor, il passe dans l'eau, il brûle, vous avez vos 12 ou 24 mots, vous les remettez sur une toilette, vous récupérez vos fonds. Très important. Voilà. Après, il y a des techniques avec les 25e mots et autres, et ça, pareil, je garde ça plutôt sur la partie formation et accompagnement. Tac, tac, tac. Alpha qui dit: «Perso, téléphone plus ordinateur spécialement dédié pour», c'est vraiment l'idéal, c'est vraiment l'idéal. Après, avoir, 15 téléphones pour ça, tu es pas obligé non plus, en fait, hein. Seuls ceux qui ont du BTC demandent.
Ah, mais je pense que c'était suite à ton deuxième truc. Mais qui a gagné de l'argent dans la crypto au cours de ce cycle, franchement, bah, ceux qui avaient du BTC en grande partie. Seuls ceux qui ont du BTC. Ah oui, j'avais pas lu la fin de truc. Il y en a aussi. Tu prenais, tu jouais sur les narratifs, les différents narratifs, IA, RW et autres, tu as gagné de l'argent. Bitbox, tu as un avis? Attends, ça me parle juste, je googleise pour pas te dire de bêtises. Un énième wallet, un énième wallet. J'ai rien contre eux, je les ai pas eu en main, donc je peux pas te donner un avis, direct. Mais pourquoi aller chez eux, en fait? Pourquoi? Je vais sur le shop. Regardez, je vais vous partager l'écran. Partager l'écran. Heu, les Suisses, ils sont pas réputés pour la sécurité de leurs produits, hein. C'est pas une réputation. Pour la vie privée, oui, pour la sécurité, pas forcément. Ils ont des mecs très compétents en Suisse, hein, je suis pas là à dire ça, mais c'est pas leur spécialité. Il y a des pays qui sont plus renommés pour la cybersécurité que la Suisse. Ça vaut 150 €. À 150 €, le bitcoin only, moi, je préfère partir sur le Trésor. Voilà, c'est un choix. Heu, il y a d'autres produits. Vous voyez, là, par exemple, le Steel Wallet Pro, vous avez, mince, CryptoTag pour les mêmes prix qui font ça. Alors pour le coup, ça, il y a pas une grosse différence. Souvent, c'est du titane, c'est des plaques en titane que vous allez perforer. Il y a pas, que vous achetez chez l'un ou que vous achetez chez l'autre, ça changera pas bien grand chose. Mais pourquoi passer chez eux, en fait? Donnez-moi, s'il vous plaît, les raisons qui vous font à passer chez eux, plus que par rapport à un Ledger, par exemple, ou plus que par rapport à un Trésor. Je suis curieux de le savoir, hein, parce que je suis pas l'utilisateur final, en fait, de ces produits-là. C'est quoi la sécurisation ultime? J'exagère, mais tu achètes un BTC et tu le gardes 50 ans? Hem, c'est à toi de voir, comme je le disais, en fait. Il y a les achats-reventes, la sécurisation ultime n'existe pas. Quand tu as fait de la cybersécurité pendant des années, tu sais qu'aucun système n'est impénétrable. C'est toujours une question de rendement-risque. C'est-à-dire que, si tu as 10 000 de BTC, les personnes ne vont pas dépenser 150 000 pour venir chez toi. Et on l'a vu là sur ce qui s'est passé avec les différents événements, en France et même, aux US et autres. Quand une personne vient pour te dépouiller, la sécurité de ton wallet physique n'a que peu d'importance. Si on te met une arme sur la tempe ou qu'on braque ta famille, tu vas aller sortir tes fonds. Après, la question, c'est toujours le délai que tu vas mettre pour sortir tes fonds. L'idée étant d'avoir un maximum de choses avec des temps de délai pour laisser le temps aux autorités potentiellement d'intervenir. Mais c'est aussi à double tranchant. On en parle avec Thibaut, des fois un peu en off. Peut-être qu'on fera un live où on en parlera ouvertement avec vous, de toutes ces problématiques-là. Il y a des idées, il y a des sujets. Comme je disais, les temps de délai, ça peut être intéressant pour gagner du temps, mais si jamais on te dit: «Bah, on abat ta famille, si tu as pas viré les fonds sous 4 heures» et que tu dis: «Bah, le délai, c'est 48 heures», ils vont te dire: «Tu te débrouilles». Voilà. Donc il n'y a pas de sécurisation ultime. Après, c'est juste des couches de sécurité et l'idée étant de rendre de plus en plus complexe l'accès à l'attaquant à tes fonds. Mais il faut que ça reste quand même facile d'accès pour toi. Ça, c'est important. Où sécuriser une ledger, coffre-fort ou à la maison, c'est à toi de voir. Il y a pas de bonne ou mauvaise réponse. Je sais que certains de nos clients, déposent ça sur des coffres en banque. Ça dépend du pays dans lequel tu es. Il y a des respects, du contenu des coffres en banque qui n'est pas forcément le même en fonction du pays dans lequel tu loges. Ça dépend de la quantité de fonds, ça dépend tu as pas en général un ledger, tu en as même plusieurs. Heu, voilà, après il y a différentes techniques. Il y a le 25e mot qui permet aussi de camoufler un petit peu. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il faut pas qu'il soit, dans ton tiroir, juste, sous ton PC avec, tous tes mots dessus. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y a pas de solution ultime. On en donne quelques-unes, on donne des pistes de réflexion, mais surtout de séparer vos fonds, d'être discret. Ça, c'est hyper important d'être discret sur les quantités de fonds que vous pouvez posséder, sur la manière dont vous allez les sécuriser. C'est aussi pour ça que je peux pas rentrer non plus trop dans le détail parce que, on pourrait se trahir sur certaines choses. Heu et après voilà, c'est à toi de réfléchir et peut-être de le séparer, de le mettre chez des proches. C'est aussi une possibilité, hein.
Ma ledger est bien en évidence sur le bureau, il y a rien dessus de toute façon. C'est bien comme ça au moins, il y a rien à pirater. Au moins tu perds tous tes fonds directement. Je sais que c'est une blague, hein, je te connais depuis longtemps sur les lives. C'est du second degré, mais il y a certaines personnes qui vont pas forcément le comprendre, donc c'est pour ça que j'insiste un peu dessus. Exactement, pour ceux qui suivent mes stories sur Insta, à ce propos, ceux qui savent pas, on a un compte Insta. Vous pouvez voir, j'ai une Lamborghini qui est magnifique. La dernière fois que j'ai fait une story avec, j'étais, pour ceux qui connaissent pas, dans un parc à Bangkok et elle doit faire à peu près peut-être 3 chevaux en électrique. Non, non, mais moi, c'est pas du tout mon type de chose. Moi, je suis plutôt gros baroudeur, gros baroudeur. Bah, je vais vous donner, notre Insta, vous verrez. On essaie de publier régulièrement dessus. Hop, je vais vous le donner comme ça, au moins, vous pourrez la voir. Moi, je suis plus souvent à barouder à travers le monde avec peu d'affaires qu'avec des grosses voitures de luxe et ce genre de choses. Je vous l'ai mis dans le chat. Tu étais avec Andrew Tate dernièrement, exactement, c'est ça. On est allé dans un club, on a fait péter les bouteilles de champagne, on a pris le carré VIP, on a dépensé 200 000 € en une soirée juste en carré VIP. Bon, là, on commence à bien dériver. C'est un très très grand ami, Andrew Tate. Il y avait Mark Blue Sky aussi, qui est, euh, qui est en ce moment à côté. Donc voilà, on a tendance à faire des petites soirées entre copains. Et il y avait même Elon Musk qui est passé, qui est venu nous serrer la pince dans la soirée. Euh, je prends une dernière question et après j'arrête parce que là ça va bientôt faire 2 heures. Mais là en fait vous les voyez pas. Mes bras vous les voyez, mais les codes sont cachés autre part. Ils sont tatoués autre part. Et pour le coup ceux qui voient mes stories, je suis tatoué pour de vrai. Euh, Antivirus et VPN. J'essaie de prendre une question un peu rapide. Non, j'ai pas envie d'en parler de ça. Allez, dernière question de Gaëtan et après je plie tout ça. Penses-tu que le gaming a de l'avenir pour ce cycle? J'en ai parlé rapidement mercredi. Le gaming, c'est un secteur sur lequel je suis déjà depuis des années. Pas la partie Web3, la partie Web2 traditionnelle, parce que j'ai beaucoup joué étant gamin. Pour moi, il y a beaucoup de choses à faire évoluer dans ce secteur-là. La problématique est plutôt la fracture technologique qu'on va avoir. On a d'un côté des studios qui sont là depuis des années, qui font des très bons produits, qui ont des très bonnes licences. Vous prenez Ubisoft Montréal, qui a des très bons produits. On peut critiquer beaucoup de choses. Je suis désolé, je suis en train de devenir tout blanc parce que j'ai la lumière sur le côté qui est en train de prendre. Mais bon, c'est pas bien grave. Il y a Ubisoft Montréal qui font des très bons produits éthiquement et tout, on peut en parler, hein. Mais d'un point de vue factuel, le produit fini sorti, il est plutôt bon. Il y a d'autres grands studios, hein, comme on avait de chez Blizzard, qui était racheté par Microsoft, qui faisait des très bons produits aussi. J'en oublie plein d'autres. Il y a celui derrière GTA, là, dont j'ai perdu le nom. Je crois que c'est pas Riot. Riot, c'est plutôt League of Legends. Ah bon, enfin, ouais, ça me reviendra. Et ceux-là n'ont pas aujourd'hui d'intérêt direct à passer sur du Web3, hormis pouvoir passer des items d'un jeu à l'autre dans leur même écosystème. Mais c'est Rockstar, exactement, merci. Et ils ont des aujourd'hui, quand ils ont une licence, c'est plutôt une licence qui a marché et ils ont pas d'intérêt parce qu'ils vont vendre tout ce qui est DLC complémentaire. Vous achetez un jeu aujourd'hui, vous achetez un tiers de jeu et vous allez acheter plein de DLC au fur et à mesure. Donc c'est pas dans leur intérêt. Et surtout les mêmes items, ils peuvent en déployer une quantité astronomique. Vous prenez par exemple WoW, où j'ai joué pendant des années, World of Warcraft. Quand vous aviez une épée dans le jeu, qui était plus ou moins complexe à avoir, derrière vous la retrouviez quelques mois, quelques années après sur la boutique. Et là, c'est open bar. Vous payez, vous l'avez. Alors qu'avec la partie tokenisation et autres, on a un nombre qui est limité. On peut le tracer, on peut dire il y a tant d'épées dans le jeu, il n'y en aura jamais plus d'un certain nombre. C'est là où ça bloque un petit peu. Et après, nous, ce qu'on attend, c'est surtout de pouvoir échanger des actifs d'un jeu à l'autre, de pouvoir échanger des comptes, parce qu'aujourd'hui, il y a des marchés comme ça. C'est des places de marché noir, hein. On échange des comptes où ça se vend, ça vaut assez cher, certains comptes dans certains jeux. Pouvoir se passer de licence d'un jeu à l'autre, pouvoir vendre ta licence. Tu achètes ton jeu, aujourd'hui, tout est sur Steam, tout est sur des comptes connectés, tu peux difficilement vendre ton jeu à une autre personne. Donc tous ces aspects-là, oui, je pense que sur le gaming, ça a de l'avenir parce qu'il y a un vrai besoin fondamental. Après, est-ce que ça sera sur ce cycle-là? Je pense qu'il y a certains jeux qui vont marcher. On commence à avoir des triple A qui commencent à avoir un peu de tête.
Mais il faut pas que la crypto soit au centre du jeu. Il faut que le jeu soit bon et qu'après la crypto soit un additionnel dedans. Et pour l'instant, le problème, c'est qu'on a trop pris le problème du côté d'abord une bonne tokenomics et autres crypto et après un jeu. Donc, ce qui a fait des plateformes de DeFi qui ont été gamifiées. Donc, pas fan de ce côté-là. Pour ce cycle, oui, on aura des projets qui vont performer. Mais comme je dis toujours, il y a la partie infra, il y a les studios de jeux, il y a les gens en eux-mêmes et après, il y a la partie token au sein du jeu qui ont des risques et des rendements qui vont être complètement différents. Mais oui, j'y crois. Après, ça passera forcément par Sony ou Microsoft. Je sais pas. Aujourd'hui, c'est trop tôt pour se prononcer. Les marketplaces qui sont sortis sur les jeux, ils essaient d'avoir des marketplaces pour plein de jeux en même temps. Je pense que l'idéologie derrière est bonne, mais d'un point de vue économique, aucune structure de taille Microsoft, Sony ou autre veut se permettre, parce que c'est là où ils gagnent de l'argent sur les marketplaces, d'avoir un truc qui est partagé avec d'autres. Donc, on va avoir plein de marketplaces au fur et à mesure qui vont être centralisés. À voir ce qu'ils font et dans quel sens ils vont. Tu arrives un petit peu après la guerre, toi. Je te laisse regarder le replay et tu verras, il y a plein de bonnes choses dedans en plus. Bon, merci à tous en tout cas d'avoir été présents. Je vois qu'on est encore 420 en live. Pensez à mettre un like, pensez à vous abonner. Pour ceux qui veulent échanger avec nous, je vais vous mettre un petit lien. Vous pouvez prendre un appel. Si jamais je sais pas, vous vous posez des questions, vous ne savez pas où aller, comment vous former et voir si on peut vous aider, vous allez sur ce lien-là, je vous le mets directement ici. Pensez bien à être présent s'il vous plaît, parce que nous on prend du temps pour vous, on fait ça, on offre de notre temps, donc s'il vous plaît respectez aussi notre temps, c'est important. Pour ceux qui veulent apprendre à se former, aller plus loin, à être autonome, la formation Crypto Investor est dans la description. Et après, vous avez également l'accompagnement. C'est 2 coachings par mois, plus après tout un groupe ensemble de travail. Donc n'hésitez pas, tout est dans la description. Si vous avez d'autres questions, en commentaire. Et puis, on se retrouve à la prochaine. Salut à tous!